il fallait déjà trouver à Poitiers un terrain qui soit disponible, et ce terrain a été trouvé à l'est de Poitiers, derrière l'actuel stade Paul Rébelliot, que les Poitevins connaissent bien aujourd'hui, et dans un quartier qui s'appelle la Gibauderie. Ce camp a été construit sur 2 hectares à peu près, 20 000 mètres carrés, et il y avait une quinzaine de baraquements, des baraques de type Adrien. Et moi, j'ai pris aussi un livre là de Francine Christophe. Cette Francine Christophe là a été aussi au camp de la route de Limoges. Et elle a raconté les conditions très difficiles. Hein. Il faisait froid d'abord, hein. L'hiver faisait très froid, il y avait des conditions d'hygiène qui étaient déplorables. Elle raconte, Francine Christophe notamment, que à Poitiers, le camp grouille de monde et les watters grouillent de verre blanc. Les watters, quelques cabines côte à côte dont les parois, les plafonds même, disparaissent sous ces bestioles. On les repousse du pied, avant de se soulager, pour ne pas entendre la bouillie qu'ils font sous la semelle. C'est assez réaliste comme description. Donc des conditions extrêmement pénibles pour ces gens-là. On nous a mis dans 3 baraques. Il y avait des baraques, il y avait déjà des tziganes au départ, mais il y avait des barbelés qui nous séparaient, et on nous a mis dans ces baraques 100 personnes, hommes, femmes, enfants mélangés, couchés sur la paille. Il n'y avait ni table ni chaise, rien. Pas de sanitaire, rien pour faire sa toilette, qu'un grand bac en zinc où on pouvait arriver à se laver un peu. Nos mères avaient essayé dans un coin de baraque de mettre une couverture pour pouvoir nous laver quand même en nous mettant par derrière un petit peu, mais il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. La nourriture était épouvantable et nous n'avions aucune occupation en dehors des pluches. On préparait donc les pluches pour les repas et il y avait une cuisine. Cette cuisine il y avait donc les femmes qui cuisinaient, les tziganes et les juifs, mélangés. Et ma mère allait faire la cuisine. Et nous, les jeunes, on faisait les pluches à l'extérieur. On manquait de tout, hein. Il y avait la viande, on savait pas ce que c'était. Le beurre, bien sûr, pas le sucre, rien du tout. Et on a vécu comme ça, avec l'appel tous les matins. Il ne faut pas oublier que nous étions gardés par des gendarmes français, en uniforme, et des gardes civils. Les gendarmes français certains étaient corrects, mais il y en avait un qui était particulièrement odieux. Ça ne le gênait pas le matin à l'appel de nous faire rester debout, aussi bien les hommes, les femmes, les enfants, et de matraquer de temps en temps quand il pouvait choper quelqu'un. Si ça ne lui convenait pas, il matraquait. Alors celui-là, je m'en souviendrai, et de son nom et toute ma vie aussi. Bon, nous sommes restés, nous les enfants, jusqu'au mois de décembre. Et là, le père Fleury qui venait voir les tziganes et le rabbin Bloch, ils ont fait avec une assistante sociale, Madame Valency, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous sortir de ce camp. Et que Poitiers, le camp de Poitiers, ce camp de la route de Limoges à Poitiers, combien de gens ignorent qu'il a existé. Et là, 1600 personnes parties, hommes, femmes, enfants, déportés. Alors, au camp, la vie, heureusement qu'il y avait des tziganes, parce que ça je reconnais que grâce aux tziganes, qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour nous changer un petit peu l'atmosphère, ils faisaient de la musique. Les tziganes sont très musiciens, ils faisaient de la musique. Ensuite, il y en a qui se sont dévoués pour les juifs
et qui simulaient des bagarres pour attirer les gendarmes autour d'eux et les gardiens civils pour que certains jeunes juifs puissent s'évader. Il y a eu quelques évasions, mais très peu à Poitiers. Ils ne pouvaient pas s'évader. Mais il y en a eu grâce à ça, grâce aux tziganes. Alors ça, j'en parle toujours, parce qu'on leur doit quand même la vie de certains d'entre nous. Il y avait juste un grillage qui nous séparait, donc on se parlait très facilement. On se parlait, d'ailleurs, vous n'êtes pas allé voir Jean-Louis Boer, de Tzigane. Alors lui, il était plus jeune que moi, il devait avoir 12 ans, je crois, quand il était au camp, et il faisait partie de ce groupe des Tziganes et tout, et il voulait, pour lui, son rêve, ça aurait été d'avoir la médaille des justes. Mais on ne pouvait pas lui donner la médaille des justes, parce d'abord il était gamin, il n'a pas sauvé lui directement des Juifs, mais pour ce qu'il avait fait, j'ai écrit moi, parce qu'il y a le livre des justes. J'ai écrit, j'ai expliqué ce qu'il avait fait, ce que sa famille avait fait, ce que les Tziganes ont fait, et maintenant ils sont sur le livre des justes. Il y a Jean-Louis Boer et la communauté de Tziganes du camp de la route de Limoges à Poitiers. Ils sont dans le grand livre des justes. C'est la reconnaissance des Juifs du camp pour ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'était la moindre des choses, qu'il fallait qu'on en parle, qu'on le dise, qu'on parle des Tziganes. Élie Bloch est né en 1909, donc il a 30 ans quand il vient à Poitiers. Il est d'abord rabbin de la jeunesse à Metz. Et lorsque les Juifs mosellans sont évacués de ce département de Moselle et de Metz, il les accompagne. Il devient leur aumônier des Juifs réfugiés évacués dans le Poitou, la Vienne et les Charentes. C'est un rabbin sans barbe. C'est une jeune fille internée au camp qui le décrit ainsi. Il a l'allure d'un instituteur de la Troisième République. C'est un homme qui est à la fois profondément attaché à son judaïsme et en même temps ouvert aux problèmes de son temps. C'est quelqu'un qui est pacifiste dans les années 20, comme l'étaient les jeunes de sa génération. C'est quelqu'un qui est féministe dans les années 20, comme l'étaient les jeunes de la génération, un lecteur de La Garçonne de Marguerite. Donc voyez-vous, c'est un homme qui vit avec son temps tout en étant pétri de philosophie juive. Et lorsqu'il vient à Poitiers, eh bien, il vient en terre laïque et en terre d'où sont absents les Juifs depuis 1306, depuis le XIVe siècle. Ça veut dire qu'il va mettre en place des structures, il va mettre en place une synagogue à Poitiers. Il met en place une synagogue également à Angoulême, une autre à Lussac-les-Châteaux, et puis surtout, il essaie de mettre en place l'abattage rituel de la viande, puisque pour les Juifs, la viande doit obéir l'abattage de la viande doit obéir à certaines règles, et donc il va essayer de mettre en place également cet abattage. Donc c'est quelqu'un qui va créer des structures communautaires à Poitiers, dans le Poitou et en Charente et en Charente-Maritime, dont il a la responsabilité. C'est quelqu'un qui, au début des arrestations, va s'indigner. Lui qui est d'origine alsacienne, ses parents étaient profondément attachés à la France et ont mal vécu la séparation entre 70 et 14 de l'Alsace à la France, eh bien, il va dénoncer, dès le début des persécutions, il va dénoncer l'attitude d'administration d'occupation et allemande à l'égard des Juifs de Poitiers. Il va être suivi étroitement par Hipp, qui est l'officier ou le sous-officier SS chargé du bureau des Juifs à la commandanture. Il va tout faire pour alimenter les Juifs internés dans le camp de produits de consommation courante, également faire en sorte que dans le camp, on puisse également célébrer le culte. Il va tout faire pour extraire des enfants du camp. Il va réussir à extraire une soixantaine d'enfants au mois de novembre 1941, donc 1941.
Il va les placer dans un home d'enfants à Mignouzance et ensuite dans des familles juives. Il va également accueillir les enfants d'Angoulême dont les parents étaient déportés. Il va les placer dans les familles juives. Et à un moment donné, il va également envoyer des enfants dans les maisons de l'UGIF à Paris parce que, avec les déportations, Poitiers va manquer de familles juives d'accueil. C'est un homme qui est lié à des mouvements de résistance. Lui-même n'appartient pas directement à un mouvement de résistance, mais il travaille avec le réseau de Rapoport de la rue Amelot, du comité de la rue Amelot, et il accueille à Poitiers des juifs qui ont envie de passer la ligne de démarcation. Et avec le père Fleury, il va faire franchir cette ligne de démarcation à des résistants juifs, à des résistants non juifs, à des juifs qui sont pourchassés. Il va réussir à faire passer la ligne de démarcation. Il finira par être arrêté. D'abord, c'est son épouse qui va être arrêtée au début de l'année 43. Lui va être arrêté en février 43, interné au camp de Poitiers qu'il connaît bien, et il va être transféré au camp de Drancy le 24 février 1943. Il sera déporté le 17 décembre de la même année. Il va rester donc une dizaine de mois au camp de Drancy, où il va poursuivre son activité sociale, éducative à l'égard des internés de Drancy. Metz ayant une communauté plus importante, beaucoup plus de juifs sont venus à Poitiers qu'il n'y en avait avant la guerre. Alors nous avons composé quand même une petite communauté qui a été dirigée par notre rabbin, le rabbin Bloch, Élie Bloch, qui venait aussi de Metz. Et il était marié avec Georgette, que je connaissais très bien. Elle était au lycée avec moi, mais 2 classes plus avancées. Elle était 2 années plus âgée que moi. Alors il a épousé une de ses élèves. Et ça a été une histoire très importante à Metz pour toutes les lycéennes. Enfin, et Élie Bloch, nous le connaissions très bien. Il nous avait enseigné à Metz au lycée. Il était notre professeur. Parce que la Lorraine, l'Alsace et la Lorraine, on dit toujours l'Alsace d'abord, l'Alsace et la Lorraine avaient des lois différentes du restant de la France. Il n'y avait pas de séparation d'Église et de l'État et de l'Église. Alors, nous avions des cours de religion, toutes les religions, au lycée. Et les prêtres ou les rabbins ou les pasteurs venaient donner des cours aux jeunes filles de leur religion. Alors c'est pourquoi nous avions des cours de religion avec le rabbin Élie Bloch. 6 autres enfants, nous étions logés chez le rabbin Élie Bloch. C'était un saint parmi les saints, un homme formidable, extraordinaire, qui avait un dévouement, un résistant, parce qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour cacher les gens, pour sauver les gens. Et nous étions rue de Maillochon. Là, je suis restée jusqu'à son arrestation. D'abord, sa femme a été arrêtée parce qu'elle avait téléphoné et qu'elle a été vue par un interprète de la commandanture qui s'appelait Jacques Aubertin. Et elle est rentrée en pleurs en disant à son mari « Je vais me faire arrêter, je vais me faire arrêter ». Jacques Aubertin m'a vu téléphoner. Et il a dit qu'il allait me dénoncer, qu'il allait me faire arrêter. En effet, on est venu arrêter Madame Bloch. Et puis, quelques jours après, on est venu arrêter le rabbin Bloch et sa petite fille Myriam, qui avait 5 ans. Il n'a pas voulu la laisser, on nous a tous mis dehors de la maison. On a mis les scellés. Et moi, je me suis retrouvée avec la secrétaire du rabbin Bloch, Régine Brédic. Il allait voir les épiciers, les boulangers et tout ce qu'il pouvait récolter comme alimentation. Tout ce qu'il pouvait récolter comme alimentation. Le vendredi, avec mon amie justement Annette qui habite Paris, toutes les deux, on avait une remorque. Et on venait de la rue de Maillochon. Vous savez où se trouve la rue de Maillochon? C'est de l'autre côté de la gare. On passait par Pontachard. On montait donc la rue Pontachard et on allait au camp de la route. On s'arrêtait dans une boulangerie rue. Ah non, je l'habitais là.
Enfin, on s'arrêtait dans une boulangerie, on s'arrêtait chez les gens qui nous donnaient quelque chose, qu'on mettait dans notre remorque, et on venait jusqu'au camp de la route de Limoges. Bien sûr, à pied, on était jeunes, hein. On tirait notre remorque et on venait apporter tous les vendredis de quoi donner à manger aux gens. Et c'est le rabbin Bloch qui s'occupait de ça. Et c'était un homme extraordinaire, il faisait tout ce qu'il pouvait pour les enfants. Et malheureusement, il a été arrêté. Ça a arrêté beaucoup de choses. Hein. Alors moi, j'étais chez lui et j'aimais bien. Ma mère était une très bonne cuisinière. Et j'aimais bien faire la cuisine. Alors j'allais à l'école. Il y avait une école ménagère. Avenue de la Libération, ils m'envoyaient dans cette école ménagère où j'apprenais à coudre, à broder, à faire la cuisine. Et chez eux, je faisais la cuisine. Je faisais la cuisine. Et le rabbin Bloch et Georgette Bloch, sa femme, écrivaient à ses belles-sœurs, c'était aux sœurs du rabbin Bloch, il avait des sœurs jumelles. Et elle écrivait, Georgette, on a Félicia qui nous fait de la bonne cuisine. Donc ce camp de la route de Limoges a été construit derrière le stade Paul Réveillot et il a été construit donc pour accueillir des réfugiés espagnols. Moi je m'en souviens très bien parce que il y avait à cette époque la famille Castillejos. J'étais à l'école Coligny, à ce moment-là, l'école de Poitiers, et je les avais comme petits camarades. Hein. Et il y avait des filles aussi, et les filles, elles allaient à l'école de la rue Cornet. Je me souviens de Rosette et Pépita, c'était vraiment des prénoms espagnols, ça. Et ces Espagnols, ensuite, ont été remplacés par des tziganes. Parce que là aussi, le gouvernement d'Aladier avait prévu que, comme nous étions en état de guerre, il ne fallait pas que les nomades puissent circuler comme ça. Ils étaient susceptibles de pouvoir livrer des secrets d'État. Vous voyez un peu comment ils auraient pu livrer des secrets d'État, les nomades. Enfin bref, des dispositions, on a légiféré d'ailleurs, il y a des lois qui sont parues pour que les forains, qui eux étaient connus, hein, et qui exerçaient leur métier hein, de forain, pouvaient circuler librement. Mais les autres, les remanichels, comme on disait à cette époque-là, hein, eh bien, on les a d'abord conduits à ce fameux camp de la route de Limoges. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça n'a été dit dans aucun livre d'histoire, Roger Picard n'en a jamais parlé, Calmont non plus, Paul Lévy en a parlé dans son livre parce que moi, je me suis mis en rapport avec lui pour lui rappeler que des femmes politiques de Poitiers avaient été incarcérées à ce camp de la route de Limoges. Et on a bien fait état de femmes des communistes du camp de Drancy qui seraient venues à partir de janvier 1944 à ce camp de la route de Limoges. Mais personne n'a jamais parlé de résistants de Poitevine qui ont été incarcérés. Il y a une quinzaine d'années, j'avais d'abord été découragé, parce que ça fait 15 ans que ça dure, j'avais été découragé, on m'avait dit que les registres d'écrou avaient été brûlés lors de la libération, ce qui était vrai d'ailleurs, beaucoup ont été brûlés. À la préfecture, j'avais une tante, la sœur de ma mère, donc, qui travaillait, qui m'a dit que ça avait brûlé pendant 3 jours, là, des caisses entières de documents, parce que il fallait les brûler. Et moi, j'ai réussi, à avoir donc accès au registre d'écrou de la maison d'arrêt de Poitiers. Et ma mère y est effectivement enregistrée sous le numéro 1567W11, registre d'arrêt, case numéro 676. Je vais vous lire, d'ailleurs, il y a des préliminaires, hein, c'est signalement, profession, degré d'instruction, c'est lire et écrire. Et la description des vêtements du détenu à son arrivée, elle avait un manteau gris à fourrure, robe noire, corsage de laine, souliers jaunes. Et ce aujourd'hui, 19 février 1943,
s'est présenté au greffe de la maison d'arrêt de Poitiers, porteur d'un ordre délivré par monsieur le juge d'instruction sous la date du 19 février 1943, en vertu duquel il m'a été fait la remise de la personne de la nommée Brichet-Paulette, prévenue d'activité communiste, ainsi que le constat de l'acte qui m'a été présenté et dont la transcription se trouve ci-compte. La dite Brichet-Paulette ayant été laissée à ma garde, j'ai dressé le présent acte d'écrou que le sieur Mahé, c'était donc l'inspecteur de police qui avait conduit ma mère à la prison de la Pierre-de-Lay de Poitiers, a signé avec moi après avoir reçu des charges. Alors il faut vous dire que mes parents appartenaient à un groupe de l'OS, la résistance communiste. Mais mes parents n'ont jamais été communistes. Hein. Ils n'ont jamais été membres du Parti communiste, ni avant, ni pendant, ni après. C'est à partir du deuxième semestre 1942 que la prison de la Pierre-de-Lay était pleine. Hein. Là, les services de police, qui étaient très efficaces, avaient raflé pas mal quand même de résistants de la Vienne. Et il y a eu 3 baraques, enfin 3 ou 4, hein, je ne sais pas exactement. Paul Lévy dit 4. Moi, d'après les témoignages que j'ai eus, il y en a eu 3, enfin 3 ou 4, peu importe. Mais disons que le camp de la route de Limoges est devenu annexe de la prison de la Pierre-de-Lay de Poitiers. Et c'est pourquoi les historiens n'ont rien trouvé sur le camp de la route de Limoges, parce que moi-même, quand j'ai fait des recherches sur le camp de la route de Limoges, je n'ai rien trouvé concernant mes parents, enfin ma mère. Et on comprend pourquoi, parce que les registres d'écrou étaient gardés à la rue de la Pierre-de-Lay. Alors, si ça se trouve, ma mère fait partie des 600 et quelques politiques qui sont passés par la rue de la Pierre-de-Lay, par la prison de la Pierre-de-Lay. Mais elle n'a jamais été incarcérée à la prison de la Pierre-de-Lay. C'était au camp de la route de Limoges.